Keraland présente Karo Coco Park, votre parc de loisirs et de détente. Jardin créole, toboggan géant, activités aquatiques et terrestres vous apporteront à la fois sensations, adrénaline et décontraction. Régalez-vous dans son restaurant, le Coco Blue, ou dans l'un de ses snacks. Partagez des émotions fortes dans la zone de jeu Coco Game, où Escape Game, réalité virtuelle et maison de la peur vous offre un 3 en 1. Fêtez vos meilleurs événements avec Karo Coco Recept dans nos espaces privés lounge. Séjournez chez Karo Coco Lodge, des hébergements de charme, proches de la plage ou du spa. Karo Keraland, le cœur de tous vos loisirs. Hexagone, actualité. Le Premier ministre Michel Barnier a prononcé son discours de politique générale à l'Assemblée nationale. Il a évoqué la situation des Outre-mer, dont l'épineux problème de la vie chère aux Antilles et Guyane, sans souligner quelles seraient les pistes pour sortir d'une situation qui concerne le quotidien des habitants de ces régions. ONews était sur place à l'Assemblée nationale. En valorisant la biomasse pour décarboner efficacement la production de chaleur et de gaz, en développant la filière française des biocarburants pour l'aviation. Et enfin, j'y reviendrai, dans les Outre-mer, qui sont engagés vers un objectif de 100% d'électricité renouvelable en 2030, seront développés des laboratoires d'innovation pour le solaire et la géothermie. Écoute, respect, dialogue, enfin, avec 3 millions de Français qui vivent dans nos départements et territoires d'outre-mer et qui font vivre la France dans 3 océans. Nos 12 départements et territoires sont une partie essentielle de notre pays. Le gouvernement dialoguera avec ces territoires en respectant leurs spécificités, leur culture, leur diversité et en entretenant des relations suivies avec leurs élus. Nous reprenons avec le ministre des Outre-mer, placé auprès de moi, le fil de la concertation avec les parlementaires et les élus locaux. Je présiderai dans cet esprit, durant le premier trimestre 2025, un comité interministériel des Outre-mer afin, avec les élus et les organisations professionnelles, de valoriser les ressources propres, agricoles, forestières, maritimes, énergétiques, au bénéfice direct, le plus direct de leurs habitants. Ensemble, je pense que nous devons aussi lutter rapidement contre la vie chère qui frappe nos compatriotes dans ces territoires et dans des départements. Suite au discours du Premier ministre Michel Barnier, je vous propose d'écouter les réactions enregistrées de plusieurs députés ultramarins qui n'ont pas manqué de faire part de leur déception. Les réactions toujours de nos députés ultramarins qui ont suivi ce discours de politique générale du Premier ministre Michel Barnier, m'accompagné Olivier Servat. Alors, M. Servat, une réaction après ce discours de M. Barnier? Bon, il a fait un discours de politique générale convenu. Il a parlé des Outre-mer en indiquant qu'il comptait effectivement développer la partie énergétique durable avec le photovoltaïque, avec la géothermie. Pourquoi pas? Il a dit que les rencontres du SIOM qui étaient déjà prévues par Elisabeth Borne seront reconduites. Mais enfin bon, au-delà de tout ça, c'est un gouvernement qui est beaucoup trop à droite, avec des mots nauséabonds, dégueulasse du ministre de l'Intérieur, français de papier, et ça on ne peut pas accepter cela, qui n'ont pas été démentis par le Premier ministre. Ce sont des propos pétainistes, racistes, et qui ne font pas de la concorde républicaine une priorité. Donc c'est un gouvernement qui, pour ma part, lorsqu'il y aura l'occasion de le censurer, je censurerai ce gouvernement, trop à droite et avec des propos vraiment qui fracturent une France déjà trop fracturée. Alors évidemment, il a évoqué le problème de la vie chère aux Antilles. Bon, c'était un discours de politique générale sans dire véritablement quel type de proposition qu'on pourrait faire pour régler ce problème. Oui, il a effectivement fait en sorte d'avoir 5 priorités, mais dans ces 5 priorités, je n'ai pas entendu les Outre-mer. Les Outre-mer, qui je le rappelle, font la grandeur de la France sur les 3 océans. Et donc, on verra aux actes, on verra déjà le budget pour les Outre-mer qui est annoncé en baisse, alors que nous avons de grandes difficultés. Nous voulons une diminution du coût des billets d'avion, une diminution du coût des marchandises, parce que la continuité territoriale des hommes et des marchandises, c'est de la priorité, de la responsabilité de l'État. Avec moi, Christian Baptiste. Alors, M. Baptiste, que pensez-vous? Quelle réaction? Bien, nous avons entendu un discours très verbeux. Alors, je voudrais m'arrêter sur quelques points. D'abord, nous avons entendu le Premier ministre
qui dit pourquoi pas un laboratoire solaire et géothermie jusqu'à 2030. Pourquoi pas? Mais nous n'avons entendu aucune mesure concrète et urgente concernant la vie chère, car c'est bien ça le sujet. Ensuite, il parle de contrat avec les collectivités, contrat de responsabilité avec les collectivités pour leur donner plus de compétences, alors que pour nous c'est une fausse bonne idée. Nous savons déjà ce que c'est que cette décentralisation où on vous accorde des compétences, mais les moyens ne suivent pas derrière. Donc par conséquent, nous aurions plutôt voulu entendre un vrai projet pour avoir une véritable autonomie pour notamment les territoires qui le souhaitent, comme notamment nous, en grande majorité, les responsables politiques de la Guadeloupe, et pour pouvoir ensuite légiférer dans des domaines qui permettent de connaître un réel développement. Donc par conséquent, c'est une vraie facilité pour nous, cette affaire de contrat de responsabilité entre l'État et les collectivités. Ensuite, il a effectivement parlé du SIOM. Oui, c'est bien de reconduire le SIOM, mais qu'en est-il de la première année où tous les rapports ont été faits, où il n'y a eu aucune mesure concrète, justement, énième, alors. Voilà, pour permettre effectivement de répondre aux attentes et aux préoccupations de nos compatriotes, de nos territoires dits d'outre-mer. Donc par conséquent, c'est une série de constats ou en tout cas de déclarations d'intention, mais aucune mesure concrète concernant le département dits d'outre-mer. De toutes les façons, il en a parlé très peu. Alors, en tout cas, dans l'hypothèse d'une motion de censure, qu'allez-vous faire, M. Baptiste? Oui, nous allons voter cette motion de censure dans la mesure où nous estimons que le peuple français, quand même, qu'on le veuille ou non, a fait un choix pour qu'il y ait une rupture dans la politique. Et nous constatons que c'est la continuité d'une coalition macroniste de droite, avec quelque peu sous la main de l'extrême droite. Et donc, il est très clairement de montrer que nous sommes défavorables à cette politique, en tout cas à ce gouvernement qui ne reflète pas l'attente de nos compatriotes des électeurs. Et donc nous allons manifester cette opposition par une censure. Merci à vous, M. Baptiste. Marcelin Nadeau, le député de la Martinique, qui vient aussi d'assister au discours de politique générale du Premier ministre Michel Barnier. Alors, réaction? Moi, je pense que le Premier ministre Michel Barnier n'est pas à la hauteur de la gravité de la situation du pays. Quand on voit ce qui se fait en Martinique, il y a une attente très forte sur la question du pouvoir d'achat, sur la question de la cherté de la vie. Et c'est vrai qu'il y a eu une vague évocation, une vague allusion à la vie chère. Mais bon, rien de très concret, rien de très précis. Sinon, une promesse de pouvoir relancer le SIOM qui existait déjà. Bon, on verra bien pour le SIOM. Une volonté un peu affichée de rediscuter avec les élus. Mais quand on parle de la Corse, on parle de la Corse de façon claire, nette et précise. Mais quand on parle de nous, ça reste encore vague. Et j'ai l'impression au final que ce qui intéressait fondamentalement, mais bon, on le sait, on l'a vu par expérience, ce qui intéressait le Premier ministre comme ce qui a intéressé beaucoup d'autres gouvernements français, c'est avant tout l'intérêt géopolitique et géostratégique que représentent nos territoires. Alors c'est vrai que sur la Nouvelle-Calédonie, Kanaki, il y a eu, et c'est très bien, au moins il a pu entendre raison en disant qu'il va un peu geler le processus allant vers le Congrès pour adopter la fameuse loi quant au dégel du corps électoral. Très bien. Mais sur le reste des Outre-mer, je crois qu'il n'y a pas grand-chose. Il a manqué d'arguments, par exemple, sur la vie chère. Quand il a parlé, il n'a pas dit il n'y a rien de précis. C'est-à-dire quel chemin on peut prendre, alors que nous lui avons adressé un courrier avec des points précis sur la question de la TVA, sur la question du fret, sur la question du contrôle des prix, sur la question de la lutte justement contre les monopoles et les oligopoles par le truchement d'une loi antitrust. Non, on n'a rien entendu de tout ça. Et la situation aujourd'hui, imaginez que vous ayez une situation quasi insurrectionnelle comme celle qu'on connaît en Martinique dans un autre département français, entre guillemets. Vous pensez que le Premier ministre aujourd'hui n'aurait pas parlé très précisément de cette problématique? Vous voyez, donc on voit bien qu'on nous cite quelques exemples de faits très graves, très dramatiques, de gens tués, bien sûr. Voilà, on fait des minutes de silence. Et alors que ça chauffe chez nous,
Et rien, strictement rien n'est dit concernant la Martinique. Rien n'est dit justement sur le fait que ça n'est pas aussi l'envoi de la CRS 8 qui va régler nos problèmes, parce que justement on n'a pas l'impression qu'à travers ce discours il y ait une volonté forte de prendre en compte cette aspiration du peuple martiniquais, comme du peuple guadeloupéen, comme du peuple réunionnais, comme du peuple guyanais, de pouvoir vivre dignement, de pouvoir vivre en pouvant répondre à leurs besoins, notamment en matière d'alimentation. On peut connaître votre position dans l'hypothèse d'une motion de censure? Je la voterai premièrement parce que c'est complètement inique de voir que le gouvernement, c'est la partie minoritaire de l'Assemblée nationale qui est représentée au sein de ce gouvernement. La gauche qui aujourd'hui a la majorité, même relative, mais qui a la majorité, aurait dû gouverner. Et par contre, à contrario, on a bien vu que le programme du nouveau Front populaire portait des mesures sérieuses, concrètes. Même si on n'avait pas eu le temps de réfléchir comme on le voudrait, j'avais proposé qu'il y ait pour ce faire une convention bis du Morne Rouge pour approfondir un certain nombre de questions, mais sur la question de l'augmentation du SMIC, de l'augmentation des pensions de retraite, de l'augmentation des minima sociaux, du gel des prix, de l'amélioration du bouclier qualité-prix, il y avait à travers ce programme du nouveau Front populaire des propositions concrètes qui pouvaient améliorer le quotidien, le pouvoir de vivre des Martiniquais et Martiniquais comme des Guadeloupéens, des Réunionnais et des Guyanais. Avec nous le député de Guyane, Davy Riman, qui vient d'assister au discours de politique générale de Michel Barnier, le nouveau Premier ministre. Alors, qu'avez-vous gardé de ce discours, monsieur Riman? Qu'est-ce que je vais garder? Il n'y a rien que je vais garder particulièrement. Dans tout ce qu'il a pu dire, c'était beaucoup de choses qu'on a déjà entendues. Il a voulu essayer de plaire à tout le monde, un jeu d'équilibriste à différents niveaux, de différents les partis pour essayer de consolider un peu leur présence qui est encore une qualifiée illégitime parce que ça ne reflète pas le résultat des urnes aux dernières élections législatives. Donc, comme je l'ai dit si bien, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Beaucoup d'annonces, beaucoup d'intentions, mais on ne dit pas comment, de quelle manière, avec quel budget. Donc voilà, il n'y a rien de transcendant, rien de nouveau qui a pu être dit aujourd'hui. Il a parlé de conseil interministériel pour le premier trimestre 2025. Là aussi, vous n'y croyez pas? Mais il y a déjà eu des SIOM auparavant. Donc les SIOM n'ont rien changé fondamentalement de nos réalités. Encore une fois, ce n'est pas les SIOM, ce n'est pas au travers du SIOM qu'on va régler nos problèmes profonds qui datent depuis des décennies, pour ne pas dire un siècle. Donc à un moment, il faut qu'on s'arrête. Il faut se dire la vérité. Il faut qu'on arrête de faire croire aux gens des choses qui ne sont pas vraies. Et puis surtout, je ne suis pas là pour raconter des histoires à nos concitoyens. Et donc moi, la position qui est la mienne, c'est de dire ça suffit, on ne va pas cautionner ça encore. Maintenant, il faut aller dans le fond et changer les choses de façon profonde et pérenne. Donc tant que le gouvernement ne sera pas engagé là-dessus, c'est sûr en ce qui me concerne, moi je serai décroché de cette remorque-là. Et la motion de censure, dans le cadre d'une hypothèse, vous la votez ou la votez pas? Oui, non, la motion de censure qui doit être déposée bientôt, je la voterai. Il n'y a rien qui a pu être dit aujourd'hui qui me permettrait de ne pas voter cette motion de censure. Voilà, nous sommes toujours avec nos députés ici à l'Assemblée nationale qui réagissent maintenant suite au discours de politique générale du Premier ministre Michel Barnier. Avec moi, Élie Califère. Une réaction, M. Califère? Eh bien, nous avons eu apprécié le discours du Premier ministre. C'était attendu. Et bien sûr, c'est un discours qui est resté, en droite ligne, on va dire, d'une politique qui serait menée par la droite, par les LR, avec des gages donnés de façon forte et précise au Rassemblement national. C'était patent. Et bien sûr, quelques allusions à l'outre-mer et revenant, on va dire, sur cette espèce de serpent, le SIOM. Le SIOM, et rien que le SIOM. Et nous étions très attentifs à des décisions qui pouvaient concerner le pouvoir de vivre. On en renvoie simplement à une augmentation anticipée du SMIC sans pouvoir nous dire quel serait l'effort qui serait à consentir pour permettre aux gens quand même, à ceux qui souffrent, à ceux qui se sont exprimés pour une nouvelle politique, de trouver, disons, matière à épanouissement, matière à vouloir croire à la vie. Et je peux dire aussi, sur la retraite, on attendait quand même un signe. Après tant de manifestations, tant de blessés, il y a simplement les médecins qui vont pouvoir, médecins retraités, qui vont pouvoir, reprendre encore, on va dire, leur tablier pour servir. Et pour l'école aussi, il y a comme retour des enseignants.
Et 5 priorités pour, disons, remettre la France à flot. Remettre la France à flot, apparemment, quand on a entendu, disons, les déclarations concernant la fiscalité, ce serait à nouveau, certainement, les classes moyennes et aussi, disons, ceux qui ont payé depuis 2017, qui auront encore à payer. En tout cas, ce n'est pas un discours qui nous surprend. Le ton a été un ton de sage, mais le fond demeure le même. Je pense que c'est la Macronie qui a pris une orientation encore plus droitière. Il y a, comme pour les membres de la minorité, la frange socialiste apparentée, de rester vigilant, de garder comme une vigie pour pouvoir, disons, défendre encore les intérêts de l'ensemble du peuple et faire attention à ce que ce ne soit pas une politique, disons, de rejet. Rejet des plus pauvres, rejet de ceux qui tentent de chercher pas l'Eldorado, mais un peu de vie, on va dire ça ainsi, sur le territoire. Et c'est vrai que nous ne pouvons pas nous résigner à ce que des personnes meurent dans la Méditerranée. Il faut un équilibre géopolitique et à ce que l'Europe puisse intervenir puissamment. Et c'est ce qui va véritablement limiter l'immigration. Dans le cadre du dépôt d'une motion de censure, vous allez voter cette motion, monsieur Pellegrino ? Eh bien, devant le déni, le refus de reconnaître la démocratie, il y a pour nous comme devoir de faire entendre, disons, en ce début de législature, la force et la voix du peuple qui s'était exprimée pour un changement. C'est presque naturel qu'il y ait une position forte pour dire à ce peuple-là qu'il y a encore des élus qui ont leurs racines au sein du peuple et qui veulent défendre le peuple. Ce sera le sens de ce vote-là. Après, maintenant, viendra le temps d'un travail, disons, en profondeur sur les propositions que nous aurons à faire et sur peut-être le travail en niche. Le Premier ministre a semblé dire qu'il donnera, disons, quelques aisances à la minorité et au travail parlementaire. Nous, avec notre groupe, nous sommes prêts à travailler sur, disons, des textes qui apporteront du mieux vivre et un pouvoir de vivre aux citoyens. Voilà, nous sommes toujours avec ces députés ultramarins qui ont suivi le discours de politique générale du Premier ministre Michel Barnier avec la députée de la Martinique, nouvelle députée de la Martinique. Alors, une réaction par rapport à ce discours, madame ? Écoutez, c'était un discours assez creux qui essayait de ratisser large, de faire plaisir à certains et surtout à une droite conservatrice qui est celle dont M. Barnier est issu, également à l'extrême droite lorsqu'il a abordé les questions de l'immigration. Mais enfin, je crois surtout que M. Barnier est quelque part has-been. Il a dans ses mains une voiture, un bolide 2.0, mais il n'a le mode d'emploi que de chevaux à 4 vitesses. Aujourd'hui, ce que nous avons constaté, c'est des solutions passéistes. Monsieur Barnier nous propose, par exemple, de réduire les difficultés à l'école et celles des professeurs, peut-être même finalement du manque d'engagement, parce que il y a des vraies difficultés pour les professeurs et pour des postulants à l'éducation nationale de pouvoir se représenter dans ce métier. Et lui propose que ce soit des retraités qui assurent le service public, idem dans la santé. Bref, des solutions qui avaient déjà été évoquées, qui ne sont pas les bonnes, et une vision totalement parcellaire également de nos territoires. Sur la situation de la vie chère aujourd'hui aux Antilles, il en a parlé rapidement. Oui, il en a parlé, vous savez, il en a parlé comme beaucoup mettent à la fin d'une phrase les Outre-mer. C'est bon, ça veut dire j'ai mis une croix sur le sujet que je devais évoquer, mais il n'a pas fait le tour. La réalité, c'est qu'il aurait dû dire qu'il y a 2,2 millions aujourd'hui d'habitants qui vivent dans des conditions précaires, que nos territoires des pays des océans dits Outre-mer vivent dans les pires difficultés, sont malheureusement dans ceux qui caracolent en tête des chiffres du chômage, des difficultés d'accès aux droits, des difficultés d'accès à l'éducation, qui également caracolent en tête des taux de pauvreté. Et donc ce sont des situations inadmissibles qui auraient mérité plus qu'une petite phrase relative en effet à la cherté de la vie dans les dits Outre-mer. Et nous avons remarqué d'ailleurs que M. Barnier parlait bien des Outre-mer et de la métropole. Bon, et ben voilà, ça nous donne tout de ce qu'il pense aujourd'hui de nos territoires. Ce qui nous donne également tout de ce qu'il nous pense des territoires, c'est ce léger recadrage de son ministre de l'Intérieur, qui va être notre ministre délégué aux Outre-mer, pas
sur la question d'ailleurs finalement des propos qu'il aurait tenus sur l'abolition de l'esclavage, sur la colonisation, sur la repentance, mais singulièrement sur l'état de droit. Bon, eh ben nous pensons que c'est à nous de les recadrer et nous les recadrerons avec une motion de censure. Voilà, le député de la Martinique qui vient d'assister aussi au discours de politique générale du Premier ministre. Alors, une réaction? Écoutez, il s'agit d'un discours, donc nous attendons les actes. Pour ma part, je ne suis pas convaincu. Il nous parle d'un SIOM, donc d'un comité interministériel au premier trimestre 2025. C'est trop tard. Nous avons des urgences. La vie chère, elle est là et elle n'attend pas. Donc nous attendons très rapidement que nos ministres agissent pour nos populations parce qu'elles en ont besoin et qu'elles souffrent. Vous pensez que le ministre a parlé vaguement de ce problème de vie chère sans vouloir argumenter, sans vouloir donner des solutions à ce problème crucial aux Antilles? Non, c'était un exercice de politique générale. Il n'était pas là forcément pour détailler les choses. Mais nous attendons encore une fois les actes. Parce que nous avons entendu beaucoup de discours de politique générale, mais pour les faits, eh bien, nous attendons encore. Quand on parle de conseil interministériel, il y a eu des assises, il y a eu déjà, on sait un petit peu tout sur les Outre-mer, les problèmes des Outre-mer. Cette idée de conseil interministériel en Outre-mer, ça vous choque en quelque sorte? Non, ça ne me choque pas. Il y avait un SIOM où nous avions des entretiens, où nous avons un travail de fourni avec les collectivités. Maintenant, par ce SIOM, nous attendons beaucoup. Ce n'est pas uniquement un guichet, c'est aussi une vision de nos territoires. Et nous, parlementaires, nous serons vigilants. Motion de censure, une position? Motion de censure, nous allons la voter. Avec un ancien attaché parlementaire, Teddy Charles Bernadotte, qui a suivi aussi le ministre. Alors, une réaction par rapport à ce discours, M. Bernadotte? La première réaction que ça inspire, c'est pour nous, les Guadeloupéens, ultramarins, se dire qu'on rentre dans le temps de la responsabilité. On doit tracer son chemin, tracer son cap, parce que le contexte national est particulièrement difficile, celui d'un endettement. On se dirige vers une augmentation des impôts, donc diminution des dépenses publiques, ça veut dire diminution des dotations pour les collectivités locales. Donc les régions, même si elles ont été très vertueuses, devront fixer leur cap pour respecter et répondre aux politiques publiques de leur territoire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on doit être le capitaine de nos âmes, les maîtres de nos destins. C'est vraiment la première leçon, la responsabilité. L'autre leçon, c'est de se dire qu'on sort de l'ère de l'emploi public, des collectivités publiques surtout, reposent et qu'il faut qu'on entre dans une ère un peu plus de l'initiative privée, de l'innovation. Et nous qui sommes des territoires qui devront relever des défis particulièrement importants liés à la transition énergétique, transition climatique, toutes les transitions qui s'engagent devant nous, on devra chercher, puiser avec nos propres experts, nos propres ressources, et elles sont nombreuses pour fixer les caps qui soient bienveillants pour nos pays et nos générations futures. Mais quelque part, ne plus compter uniquement sur l'État-providence, sur la mère patrie, entre guillemets, et commencer à regarder le monde différemment avec nos propres yeux. On souligne souvent que le déficit est lié aussi en partie aux collectivités. C'est une phrase qu'on entend régulièrement. C'est absolument faux. Et moi qui ai assisté au Congrès des régions de France à Strasbourg, on a vu que les collectivités régionales, départementales représentent moins de 20% dans la dette publique et elles, paradoxalement, elles représentent 70% de l'investissement national. Et donc l'endettement national ne repose absolument pas sur les collectivités locales. D'autant plus que les collectivités locales ne peuvent être que vertueuses parce qu'elles sont soumises à l'équilibre budgétaire, ce qui n'est pas le cas de l'État qui a plus de 3 000 milliards de dettes aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'ils ont eu à gérer l'après-Covid, qu'ils ont eu à gérer différentes crises sanitaires et autres, mais les collectivités locales, au contraire, sont garants d'un fort niveau d'investissement et c'est elles qui répondent aux politiques publiques stratégiques des territoires. Donc c'est l'une des choses qu'on relève quand même aujourd'hui et qu'on dit depuis longtemps, puisqu'on mise en Guadeloupe notamment sur le potentiel de l'économie bleue et de l'économie verte. On voit aujourd'hui au niveau national qu'on commence à s'intéresser à l'éolien, à la géothermie. Donc si les collectivités peuvent
avoir plus de pouvoir pour être au sein de ces sociétés qui gèrent aujourd'hui la géothermie, ce qu'on a toujours appelé de nos voeux, qu'on n'a jamais réussi à obtenir. Donc les volontés qui sont exprimées il y a quand même plus d'une dizaine d'années, aujourd'hui on voit qu'elles sont évidentes. Fin de l'ère de l'emploi public, donc il faut anticiper. Il faut créer aussi un écosystème pour nos jeunes entrepreneurs, pour assouplir aussi les règles, parce que lorsqu'ils veulent entreprendre, c'est toujours très difficile. Et j'en sais quelque chose qui suit sur ce terreau depuis une dizaine, une quinzaine d'années. Même la volonté seule ne suffit pas. Et nous aussi, on doit faire plus d'efforts pour être plus meilleur, plus efficace dans les délais de paiement, dans les délais de subvention, pour ne pas décourager et créer un écosystème qui soit beaucoup plus favorable. Je pense qu'on peut faire mieux et on doit faire mieux en termes d'innovation. Et aussi, mais véritablement sur les politiques publiques stratégiques, sur l'eau, sur les déchets, sur les transports, pour rattraper et moderniser tout ce qui est structurant. Et ensuite, on pourra, après avoir réconcilié la population avec les élus, puisqu'il n'y a pas d'autre défi plus important que cela, puisqu'on connaît la défiance, on connaît la fissure aujourd'hui qui existe, et c'est qu'à travers l'efficacité des politiques publiques, qu'à travers un engagement fort, qu'on pourra regagner la confiance de nos populations. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.